Frapper. Voici, selon nous et d'expérience, c'est là la meilleure offrande que nous puissions faire de la position qui est la nôtre, ce à quoi il faudra s'attaquer. Les lieux de l'État. En province, les préfectures. Attaquez les préfectures et vous aveuglerez le pouvoir que vous souhaitez faire tomber. Les attaques aux préfectures doivent prendre une double dimension. L'assiègement, dans le cadre de manifestations, est idéal en circonstances révolutionnaires et consiste soit à produire un rituel, similaire à celui des Gilets jaunes, soit à permettre une pénétration effective du cœur du pouvoir de l'ennemi. En cas de prise, il ne faudra alors se contenter de saccager, comme cela a été fait lors du Puy-en-Velay. Il faut le faire minutieusement et par étapes. Saisir l'ensemble des documents et appareils informatiques, couper les lignes électriques et réseaux, prendre en otage, s'il le faut, un certain nombre de hauts fonctionnaires préalablement ciblés, et enfin embrancher les différentes préfectures prises simultanément afin de tenir des sièges qui, un instant, permettront soit d'effectiver l'hypothèse d'un coup d'État. La révolution comporte toujours une litanie de coups dans laquelle se niche soit celui qui lui permet d'atteindre sa pleine effectivité, soit celui qui permettra le retour et la victoire des forces réactionnaires, soit une véritable destitution territoriale du régime en place. Cette offensive peut être préparée avec la coupure en amont des circuits électriques, hydrauliques et les antennes relais, dont les dispositions sont facilement identifiables, qui alimentent ces lieux. Sachez seulement que des circuits secondaires existent dans la quasi-totalité des préfectures et qu'il s'agira en conséquence, à travers ces mécanismes, d'accroître la terreur en vos adversaires, ainsi que d'ouvrir la possibilité d'un siège de longue durée qui finisse de les faire tomber. En cas d'impossibilité de prise, dans le cas où, par exemple, les forces de l'ordre auraient été prévenues et se décidaient à la protéger, du fait de la ritualisation de la confrontation par exemple, ou de l'infiltration de mouvements révolutionnaires, il faut fixer lesdites forces de l'ordre sur la préfecture, quitte à exagérer l'importance des forces révolutionnaires, avant de s'élancer sur la seule source de légitimité alternative existant à l'échelle locale, l'hôtel de ville. Attention, nul pouvoir formel n'y réside, au sens régimental du terme. En revendiquant le règne de la commune, cependant, le poids de l'histoire, et en évacuant les couards et politiciens qui squattent ces lieux d'accueil d'ancestrale puissance, vous vous exposerez certes à une brutale éviction, puisque vous n'aurez eu accès à une quelconque ligne de commandement à l'égard des forces de l'ordre et autres institutions qui continueront d'obéir aux lignes hiérarchiques dirigées par le gouvernement, mais vous ouvrirez cependant une nouvelle page d'histoire. Votre prise, réduite au symbolique, comme le fut la Bastille, n'aura d'efficacité que si vous vous saisissez véritablement du lieu et en faites un espace de production de décisions, c'est-à-dire de droit, à très court terme, ainsi que la publication de ces décisions. Il faudra, en somme, créer vos petites tyrannies. Selon l'ampleur qu'aura prise le mouvement, celles-ci pourront être ironisantes et dérisoires, afin de vous assurer qu'il ne leur soit plus possible à court terme de gouverner sans que l'on sourie de leur fatuité soit primordiale. Vous profiterez du fait que soient fixées, factuellement et symboliquement, les attentions sur la préfecture, qui n'est après tout qu'un pur lieu d'exécution du politique, pour avancer sur ces lieux de conception. Avec quoi ? La France est agricole et emplie de chantiers, et dispose d'engins d'une puissance suffisante pour mettre en déroute les forces de l'ordre qui quadrillent notre pays. Les chasseurs disposent aussi d'un arsenal qu'il peut être intéressant de mobiliser, et ce n'est pas sans raison que M. Macron s'est montré si complaisant à leur égard au moment où les Gilets jaunes s'affirmaient. Les polices municipales, enfin, disposent d'un arsenal limité mais particulièrement aisé à accéder. C'est là le lieu qu'il faudra attaquer discrètement et piller, au préalable de toute action, si l'on veut dans le rapport de force, par la suite, face à ceux qui nous seront envoyés, peser. Les vols et exfiltrations seront aisés à mettre en œuvre lorsque la panique se saisit du monde. Rappelez-vous, s'attaquer à l'hôtel de ville, ou toute autre collectivité,
n'aura d'efficace que si, pendant le laps de temps où vous aurez pris le lieu, vous revendiquez le plein exercice d'une souveraineté et l'intention d'un pouvoir en son sein. Il est certains territoires où la région a par exemple plus de puissance symbolique que la capitale, ou le département. Même éphémère, la saisine symbolique de ces lieux devra en toutes circonstances avoir pour objectif de fabriquer une nouvelle entrée dans les livres d'histoire, produisant une rupture dans la longue et douce expérience successorale des gouvernants. Comment se détermine le succès ou l'échec d'une révolution en un territoire fortement étatisé comme l'est la France? Par la capacité à provoquer une désolidarisation des instruments du pouvoir et des gouvernants. Le principal objectif d'une révolution s'installant dans la durée doit être en conséquence d'atteindre une masse critique au sein des forces de l'ordre s'assurant de leur défection. Cette masse critique peut se produire par désolidarisation ou adhésion. L'échec des Gilets jaunes consista en leur incapacité non pas à faire trembler, mais à asséner les coups définitifs qui auraient permis de provoquer la scission de l'appareil de pouvoir qui les enfaça. Il aurait pour cela fallu un mouvement plus protéiforme, avec une prise de contact directe avec les principales figures des insurgés et des membres de l'appareil militaire et policier, et à défaut, une stratégie organisée de déstabilisation intervenant en dehors des moments de confrontation ritualisés, mais aussi des points nodaux du pouvoir. Cette stratégie aurait dû être adoptée dès lors qu'il était acquis que les syndicats policiers n'étaient composés que de traîtres avinés, aussi corrompus qu'engraissés par la prostitution à laquelle ils se sont soumis en devenant les accessoires privilégiés des gouvernements successifs depuis 2002. Ils n'avaient en somme le moindre intérêt à s'allier aux classes populaires. Faute de ces éléments, la réceptivité perceptible des troupes aux demandes du peuple est devenue le tombeau du mouvement, trompant les manifestants qui en conséquence décidaient d'offensives symboliques et de contournements plutôt que d'une organisation sévère qui aurait rapidement déstabilisé les frères et sœurs, pères et mères, tantes, oncles et cousins qui faisaient barrage entre eux et le pouvoir. Le pouvoir a tremblé jusqu'à ce que le carnet de chèques soit sorti et M. Macron ne tarda pas, rentrant d'Argentine suite à l'acte 3, à donner les gages qui manquaient à la hiérarchie policière pour assurer la survie de son pouvoir, au détriment des Français. Il n'est qu'à voir la mise en scène hystérique qui s'ensuivait pour légitimer cet accord contre nature, via les relais médiatiques du régime, multipliant les polémiques artificielles, cherchant à humilier ce peuple se levant, et prenant notamment appui sur la terreur que les révoltés, des cris des yeux emplis de sang et de la violence plein les dents, étaient censés susciter auprès de leurs frères d'âme, qui en face les retenaient, tentant au surplus une scission absurde entre les bons gilets jaunes, nécessairement démobilisés, et les mauvais, qui avaient le tort de ne pas se contenter de défiler sans effet. Il fallait créer un front artificiel entre des êtres qui se battaient pour les mêmes raisons, et au-delà d'arroser les forces de l'ordre, et Dieu sait si ce ne fut fait, et de donner un blanc-seing à leur unité les plus barbares, leur donner des motifs psychiques et idéels qui justifieraient l'usage débridé de leur monopole sur la force. Le 5 janvier 2019, alors que Christophe Détinger dégageait un pont à main nue et qu'un Fenwick détruisait l'entrée du porte-parole du gouvernement, un manifestant perdait sa main devant l'Assemblée nationale et les manifestations, dont le nombre de participants était en hausse contre toute prévision officielle, étaient noyées sous une pluie de matraques, de gaz, de nasses, à l'origine directe des dits débordements. Cela faillit, et lorsque, sur les Champs-Élysées, en mars 2019, on commença à noter les premiers signes annonciateurs d'une débandade organisée des forces de l'ordre, autrement dit plus inquiétante que pour le pouvoir la sidération provoquée par les premiers actes en novembre et décembre 2019, puisqu'attribuable au manque de volonté des forces de l'ordre et non à la défaillance de ses dirigeants. L'on procéda, ipso facto, à la désignation d'un nouveau préfet de police à Paris, suffisamment médiocre et opportuniste pour s'assurer de l'application stricte des instructions les plus délirantes et violentes données par le gouvernement.
ainsi que le remplacement des premières lignes par la mobilisation de nouvelles compagnies constituées des membres les plus violents et désaxés des forces de l'ordre, via la constitution notamment des Bravem, et l'emploi massif de supplétifs provenant de garnisons extérieures. Il fut par ailleurs passé un accord avec les syndicats dans la perspective du 1er mai 2019, qui présentait un sérieux potentiel de renversement révolutionnaire, et des cortèges fussent co-organisés à distance des lieux de pouvoir pour éviter la jonction du prolétariat syndiqué et de ce qui serait la dernière mobilisation massive des Gilets jaunes et de populations désocialisées. Les épisodes suivants, et notamment le déploiement délirant d'une violence restructurée le 12 septembre 2019, lors d'une tentative de jonction des militants écologistes et des Gilets jaunes, n'apparaîtraient plus que comme des succès d'année. Qu'est-ce qui, dans ce contexte, a manqué? La possibilité d'offrir une alternative crédible, des négociateurs porteurs, non d'un discours cohérent, le nôtre l'était, mais suffisamment proche, c'est toujours malheureusement le paradoxe, des lignes hiérarchiques ennemies pour balayer les hésitations de ceux qui nous enfaçaient. Une vitesse d'exécution, enfin, et quelques pas supplémentaires face à un ennemi qui reculait, tremblait, et qui, ses faces enfarinées de maquillage masquant la terreur, surchargeait. En une seconde vague, il convient de cerner les palais de justice. À court terme, il s'agit de cibler tant symboliquement qu'opérationnellement l'appareil de répression. L'appareil judiciaire en France est directement issu des réformes napoléoniennes qui ont substitué aux juges élus de la Révolution des magistrats dont les carrières sont contrôlées par le pouvoir politique et qui jouissent d'une parfaite impunité, jouant en conséquence un maillon clé dans la chaîne répressive chargée de maintenir l'ordre social. Les Gilets jaunes ont été non seulement réprimés par la force brute, mais par l'instrumentalisation de l'autorité judiciaire, qui a procédé, via ses procureurs, à des milliers de placements en garde à vue abusifs. Pourtant, si vous ne pouvez être déféré, l'engorgement devient rapidement inévitable. Le palais de justice, qui par ailleurs accueillera à cet instant certains des vôtres, en passe d'être jugé, servant d'excitant et d'encouragement à l'engagement, est systématiquement relié à des unités mobiles chargées de les protéger et dispose de moyens qui lui sont directement affectés. Celles-ci sont cependant le plus souvent endormies et se trouvent plus aptes à assurer l'ordre des audiences qu'à se voir confrontées à un mouvement massif qui se montrerait suffisamment agile pour les prendre de court. La méthode et l'objectif sont intimement liés, le choc enfanté par l'un pouvant justifier le second. L'édifice judiciaire est, par fonction, l'instrument non tant du pouvoir en place que de l'ordre social qui le féconde. Les instances judiciaires, éloignées de toute forme de juste, sont aujourd'hui des survivances archaïques qui, des affaires familiales à la grande délinquance de nos élites, en passant par l'insécurité du quotidien, se montrent incapables d'offrir la moindre protection et agissent au contraire comme des instruments de subjugation au service non du peuple, mais de ses dominants. Il ne faut avancer que convaincu de ce fait, et pour ce fait, afin de le subvertir et d'immédiatement substituer, par des citoyens élus et choisis, ces machines à broyer. Il faudra, sans ne rien craindre de vos gestes, saccager les archives, les documentations contenues dans les dispositifs informatiques, garder, encore archaïquement, en copie papier, empêcher les fonctions, poursuivre les procureurs, chasser les instructeurs, dévaster les hôtels dont l'on vous toise, brûler les hermines, détruire les dépôts, voler les instruments de coercition et, ce faisant, nourrissez la peur panique d'une anarchie qui permettra de féconder et de réordonner. Si vous avez besoin de plus de temps, commencez par les centres des impôts, accompagnés de personnes qui y sont familiarisées, avant de vous rendre au lieu dont il vient d'être sujet. L'alimentation du pouvoir. Vous viserez en parallèle les centres de stockage de données, en particulier ceux qui sont reliés au pouvoir. Les centres de l'hébergeur OVH et les centres Amazon, les plus importants, sont facilement accessibles, et les premiers notamment présentent des défaillances en matière de redondance, rendant envisageable une déstabilisation sérieuse en cas d'attaque coordonnée de plusieurs sites. Avec des engins artisanaux, une attaque coordonnée sur plusieurs de ceux-là produira
un effet déstabilisateur majeur au sein du territoire et effrayera assez l'étranger pour que soit prise au sérieux l'initiative ainsi enclenchée. Note 1. Note 1. Y a-t-il encore quelque chose à attendre des centrales syndicales, organes vermoulus d'une république décatie, capable de bloquer le pays pour quelques salaires et oublieuse des mouvements révolutionnaires lorsque ceux-ci sont aux portes du pouvoir? Leurs antennes, leurs groupes locaux disposent de tout le savoir-faire nécessaire à l'engagement. Pensons à leur branche énergie, dont le potentiel subversif et révolutionnaire est immense, capable à l'échelle du pays de provoquer en quelques instants des bascules majeures, et plus encore, dotée d'une connaissance extraordinaire permettant de cibler les lieux où les pouvoirs se montrent en vulnérabilité. Engluée dans la cogestion inaugurée par le Parti communiste et les gaullistes, devenus piliers du régime, la CGT dispose de tous les instruments pour le faire basculer, pour peu de se voir convaincu de l'intérêt d'abandonner les luttes corporatistes et se joindre aux ferveurs populaires. Pourquoi ne le fait-elle pas? Parce qu'elle est, elle aussi, financée et avariée par ceux auxquels elle est censée s'opposer. Certains identifieront sans difficulté les nœuds à l'échelle des réseaux de distribution électrique. Il faudra alors privilégier, afin de provoquer des pertes de téléconduite, des interventions sur les systèmes automatisés, soit dans la salle de dispatching du Centre national d'exploitation du système, SI dans le quartier Pleyel, à Saint-Denis, soit au sein de l'un des 7 centres de conduite régionaux de RTE, dont celui qui gère Paris-Saint-Quentin en Yvelines. Ou à défaut, au sein des postes électriques, l'accès aux synoptiques afin de passer les postes en local et ouvrir ensuite les disjoncteurs, en évitant les systèmes de raccordement aux centrales nucléaires et en réfléchissant à des actions sur les points nodaux du réseau optique de sécurité, ainsi qu'en identifiant les employés des dispatchers travaillant en 3-8 et chargés de faire tourner les centres concernés. Note 2. Des réseaux de distribution électrique et informationnelle. Note 2. 28 postes électriques distribués en 2 boucles jouent un rôle crucial dans l'équilibre du système électrique français, dont ceux de Villevaudé sur la D86, Chénois, Morbras sur la route de Montétis-Sausset, qui alimente également l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en lisière de la A104, Villejuste, rue de Frétais, Sirolier, intersection de la D8 et de la D117, Cergy, boulevard de la Paix, le Plessis-Gassot sur la D10 et Terrier pour Paris. Viennent ensuite les postes répartiteurs de Chevilly, Arrigui, Falloux et Ampère, puis dans une moindre mesure ceux de Thiais et Dony, Roissy-en-Brie, Perret. Les petits postes aériens, comme ceux-ci rue André Blondel à Gennevilliers, sur un site qui compose un quatuor de 3 postes électriques, dits de Falloux et Seguin, et une turbine à combustion. Ou avenue Gaston Roussel à Romainville. Jouent des rôles clés également, auxquels s'ajoutent les postes intérieurs au cœur de Paris. Les câbles, aujourd'hui en polyéthylène éculé, n'ont pas remplacé, au sein de l'agglomération parisienne, une vingtaine de câbles oléostatiques à pression d'huile plus vulnérables. La carte des lignes très hautes et haute tension est disponible en ligne et actualisée régulièrement via le service de RTE Audrey. Elle permet notamment d'identifier les lignes souterraines critiques qui alimentent les lieux de pouvoir et, au bâtiment près, les postes locaux, dont celui 6 rue de Rennes, dans le 6e arrondissement, au sein du bâtiment de l'Arlequin. Celle qui concerne l'Île-de-France est disponible sur préservation-du-réseau-transport-d-a3428.html. Des cartes plus générales
peuvent être trouvés sur openinframap.org et opendata.réseau au pluriel énergie au pluriel.fr. Certains identifieront sans difficulté les nœuds à l'échelle des réseaux de distribution électrique et informationnelle, notamment les points de sortie des câbles de fibre longue distance, qui offrent des opportunités aux camarades de Penmark s'ils souhaitent s'aventurer dans le creux de la plage de Port-Cannes, ACE, SEA-ME-WE 3/9, ou sur celle de Tronoin, SEA-ME-WE 3/10, ou directement à la station où la DGSE s'est branchée, entre le chemin de Toulgouin et le 133 rue des Câbles Sous-Marins, à ceux de la plage du Le Porge, qui se trouveront sous le sable, à la lisière de l'une de leurs plus fameuses dunes, à quelques pas des derniers arbres, des ouvrages de béton mis au sol et donnant accès au câble Amitié, et qui, pour les plus aventureux, pourront plonger à 100 mètres du rivage afin d'y accéder à fleur de terre, à ceux du Cap Ferret, sur la plage du Pilat, dont une extension sur la plage du Moulot, facilement accessible à marée basse, de Lannion, plage de Bègue-les-Guers, à peine 2 mètres sous le sable, déjà déterré par la CFDT, à l'emplacement facilement identifiable, et de Plérin, à l'extrémité de la plage du Palu de Plouat. Concernant les câbles Apollo et Flag 2 et leurs stations respectives, au départ de la rue Louis de Broglie pour Lannion, face à l'IUT, au centre d'affaires d'Éleusis, rue Pierre et Marie Curie pour Plérin. De Veules-les-Roses, le câble Cross Lake passe à la lisière des Galets, la chambre d'atterrage étant signalée par une porte brune placée au centre, à l'entrée de la plage. La station étant placée sur la D925, peu avant l'intersection avec la D37, dans un petit bâtiment aux poutres de fer rouillées apparentes. De Saint-Hilaire-de-Riez, la station d'atterrissement de la Paré-Prénot est cependant l'une des plus bunkerisées, héritage de la guerre froide. De Toulon, et plus particulièrement de la plage des Sablettes, à la Seine-sur-Mer, qui atterrit notamment le SEA-MEWE 5, au niveau du parc paysager, et dont le port de Brégaillon accueille la base d'Orange Marine, et surtout aux Marseillais, qui, en une série de centres quasi militarisés, accueille non seulement les plus importants câbles sous-marins du monde, dont plusieurs sur la plage du Prado, où des trappes contiguës aux postes de secours les guideront, mais aussi de lourdes infrastructures d'interconnexion. Note 3. Note 3. Voir notamment les MRS de Interaction, construits dans le grand port maritime de Marseille-Faux, au niveau de la porte 4, qui sont alimentés électriquement par une ligne 225 kV disposée le long de la A55, les reliant au poste de Somati, si 111 chemin du littoral dans le 15e, beaucoup moins sécurisé, et dispose de 12 groupes électrogènes de secours disposés en toiture et alimentables par des cuves à fioul adjacentes, et aux 40 avenue Salingros. Des données complémentaires sur les points de localisation des câbles dans l'espace marin peuvent être notamment trouvées sur sigcable, sigcables.com. Auxquels s'ajoutent, sur l'ensemble du territoire, les points de présence, dont les 24 POP de France 9, ainsi que ceux appartenant à la quinzaine d'autres IXP, si en France, concentrant les commutateurs et routeurs de cœur et distribution essentiels à la fluidité du réseau, et dont une grande partie ont leur adresse publiquement disponible. Note 4. Note 4. Voir notamment les sites infrapedia.com et datacenter-magasin avec un z.fr / carte-des-datacenters au pluriel. Les lieux des principaux IXP parisiens peuvent être trouvés notamment sur datacentermap.com. Ceux de Telehouse, dont celui situé au 137 boulevard Voltaire, et d'Interaction,
dont le plus nouveau se situe au 2 avenue Marcel Cachin à La Courneuve et dont tous les autres peuvent être identifiés sur l'adresse interxio.com/fr/no-implantation au pluriel /l'Europe/Paris sont parmi les plus importants. Chambre de triage, aisément identifiable, accessible et pouvant produire de lourds effets en cas d'action coordonnée, et éventuellement les répartisseurs nourrissant les boucles locales cuivre et fibre, dont les répartiteurs et NRA/NRO les plus sensibles. Les premiers étant, par exemple, dispatchés à Paris au sein de 36 centraux téléphoniques, les seconds mutualisés avec les premiers sur moins d'une dizaine d'entre eux, ces centraux pouvant faire l'objet d'opérations répétées et isolées, les dizaines de milliers de NRA/NRO étant aisément accessibles et pouvant faire l'objet d'actions isolées de basse intensité sur l'ensemble du territoire, notamment en ce qui concerne les plaques de collecte les moins peuplées. Note 5. Les postes sources de transformation, voire des postes ciblés de distribution. Note 5. De nombreuses cartes recensent les NRA, par exemple ariaz.com/box/carte-NRA, et les NRO, par exemple data.gouv.fr/EN/frama-carte-NRO-E-NRO-PMZ-U4Y0U-1. Les points de mutualisation auxquels il est prévu que soit progressivement rattachée une grande partie des commissariats et gendarmeries de France sont des cibles locales, d'autant plus opportunes qu'impossibles à sécuriser massivement. Les câbles optiques suivant les lignes TER et TGV et cachés sous des rigoles peuvent également être sectionnés et accompagnés d'actes touchant les quelques milliers des bases relais BTS qui assurent le suivi du système ferroviaire via le système GSM-R. D'autres se concentreront sur les 8 raffineries hexagonales, notamment celles approvisionnant directement Paris, Port-Jérôme, Gravenchon, les repérages concernant leurs points d'accès, voies ferrées et routières, les principaux équipements à paralyser au stade de la distillation atmosphérique plutôt que de l'hydrocraquage ou de l'hydrodésulfuration, et le recrutement de sources en leur sein. D'autres enfin s'attaqueront plutôt au recensement des quelques 110 dépôts de pétrole, dont 98 sites stratégiques distribués sur 7 zones de défense, notamment celui de Petit-Couronne, les terminaux méthaniers, Loune-Plage, Montoire de Bretagne, et de façon moins immédiatement intéressante les 2 terminaux de Fos. Les lieux de stockage de gaz naturel, Tersanne et le Grand Cerf, Étrez et Viria, Manosque, et les pipelines. Le réseau de pipeline LHP, Le Havre-Paris, sera visé en priorité, en ce qu'il alimente Paris et les aéroports d'Orly et de Roissy. Ce réseau relie les terminaux de livraison du Havre, Gonfreville-Lorcher et Port-Jérôme, à ceux de Grand-Quevilly, Gennevilliers, Gargenville, principal site de production de carburéacteurs, Coignières et Grigny. Le principal oléoduc allant de Port-Jérôme à Vernon, les plus stratégiques étant ceux reliant Gargenville à Orly, Gargenville à Vigny et Roissy, Vigny à Gennevilliers et Gennevilliers à Nanterre. Ils pourront s'appuyer sur des infiltrés au sein de Trapil et se concentrer en particulier sur le centre de Poissy, où la distribution des cargaisons est organisée à distance, un système de sécurisation informatique par communication satellite avec une simple redondance étant facilement perturbable. Cela permettrait d'éviter de mener des opérations de sabotage sur les lieux de stockage, en intervenant par exemple sur les circuits entre cuves et bacs ou en canalisation aérienne près de stations de pompage, en se concentrant par exemple sur les centres de stockage de Chenevières-les-Louvres et les citernes à carburant d'Atismont qui alimentent Roissy et Orly, ou encore sur celui du port de Gennevilliers sur la route du bassin N6. Postes de sectionnement, canalisation,
dont la cartographie est certes relativement simple à établir, mais qui, faite d'acier et enterrée à faible profondeur, présente des menaces environnementales en cas de défonction, font des balances de lignes toutes les 10 minutes, avec un degré d'imprécision encore important dû à l'ancienneté des réseaux, et disposent de plans de remédiation, des bases mobiles étant prêtes à intervenir à court délai. Les stations de pompage peuvent être utilement ciblées. Pour les plus aventureux, des interventions à partir du Grand Canal du Havre sur la D982 et le Grand Canal à Tancarville, voire la route industrielle longeant la raffinerie à Jonfreville, pourront être tentées. Le hub de Harfleur apparaissant comme une source de distraction temporaire. Les camarades de Notre-Dame de Gravenchon pouvant intervenir en parallèle aux alentours de Port-Jérôme et ceux de Saint-Bouvin-Bruneval, depuis la plage, la dune du Clipon, le Belvédère ou le virage de surplomb de la route d'accès sur les canalisations des appontements, apparentes au niveau des 5 bras de déchargement, la jetée ou la petite digue d'Antifère, la station de pompage et de regazéificateur à ruissellement en surface, ou sur l'oléoduc reliant le terminal à Terre-Plein Sud. Il apparaît inutile de cibler les cavités, les 30 de Manosque présentant l'intérêt stratégique le plus marqué en dehors des zones mentionnées, qui concentrent certes 20% des capacités de stockage, mais dont seules les infrastructures superficielles sont atteignables et apparaissent moins utilement ciblables que la dizaine de dépôts concentrant 50% des capacités de stockage et disposant de 500 000 à 4 millions de mètres cubes chacun. En cas d'insistance, il faudrait se concentrer, en ce qui concerne les sites gaziers, sur ceux qui entourent Paris. Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Hillier-de-la-Ville, Bennes, Germigny-sous-Coulon et Gournay-sur-Aronde, la deuxième concentrant à lui seul 1,5 milliard de mètres cubes de gaz à 400 mètres de profondeur, soit l'équivalent de 25% de la consommation annuelle du pays. Les tours de déshydratation, compresseurs et injecteurs sont relativement accessibles via les champs adjacents, les dispositifs de sécurisation étant sous-dimensionnés, une vingtaine de caméras surveillant les abords avec un sous-effectif humain marqué, tandis que les routes intérieures ne se trouvent séparées des installations que par des plots de béton espacés, et les routes extérieures par des grillages légers. Quant aux darses des terminaux méthaniers, elles connaissent une vulnérabilité faible via leur canalisation terrestre ou en cas de tentative d'atteinte à leur salle de contrôle, disposant de redondance, à leurs échangeurs ou les stations de comptage et d'odorisation placées en sortie des terminaux. Les réservoirs faisant l'objet de dispositifs d'intégrité sévères, les stockages tampons cryogéniques faisant par exemple l'objet de lourdes protections de la dalle au dôme, les murs étant composés de structures de béton précontraints de 80 cm, doublés de réservoirs internes en acier, et les dômes de béton armés de 40 cm. Les flux gaziers, dont les gazoducs signalés par des bornes de signalisation jaune, sont enterrés à 1 mètre de profondeur, avec des postes de sectionnement intermédiaires, placés tous les 20 km. Les points de vulnérabilité ciblables sur l'artère Normandie-Sud étant les postes Tancarville-Seine-Nord et Marais-Vernier-Seine-Sud, dont le poste de pilotage, les containers de marinage, la pompe d'alimentation, le puits de poussée et de sortie sont mis à moins d'1 kilomètre à l'ouest de l'embouchure du canal de Tancarville, des deux rives de la Seine, puis de Bourneville et de Saint-Pierre de Bosguérard, l'artère étant aisément identifiable du fait de l'existence d'une bande de servitude de 8 mètres de part et d'autre de la canalisation, interdisant toute plantation d'arbres. Étant plus facilement paralysable par le truchement d'action sur les stations de compression et d'interconnexion, pied de gamme pour Loun Plage via la route de Delahaye, et en particulier ces artères Hauts-de-France 1 qui distribuent notamment le gaz à l'arrivée de Norvège vers Quevilly et Hauts-de-France 2, exposés notamment par un passage via la rue du 43e Schulwelt, les points d'entrée étant directement ancrés sous ladite rue et sur l'ensemble arboricole, si au nord-est de la station, longeant la rue jusqu'au point de sortie souterrain se trouvant à la pointe sud-est de la station, enterré sous des bandes de paillage d'une largeur de 2 mètres à 1 mètre de profondeur.
le canal donnant quant à lui directement prise sur les infrastructures terrestres réceptionnant la dérivation des entrées de gaz. Note 6. Note 6. Un certain nombre d'informations publiques pourront multiplier à l'infini ces opérations, dont opendata.réseau au pluriel énergie au pluriel.fr. Enfin, des infiltrés auprès de la DGEC pourront aider à mieux cibler et coordonner les opérations. Note 7. Note 7. Qui, en cas d'insurrection structurée, pourrait s'accompagner en hiver de sabotage des turbines à combustion d'Arigui et de Gennevilliers, ainsi que de la centrale de Porcheville, chargée de la gestion des points de consommation d'énergie extrême en Île-de-France. Au regard des stocks contrôlés et détenus par la SAGES, SAGE2S, notamment, ainsi qu'au sein d'un certain nombre d'entreprises et de filiales spécialisées, GRT Gaz, CIM, Énergie-Eras, LNG, Storengy, Terega, Fluxis, Fosmax LNG, Dunkerque LNG et d'autres administrations, la DGEMP, la DIREN, DIREN, la DRIR. Les plus distants pourront se contenter des pylônes électriques entourés de bandelettes vertes indiquant la présence de matériaux reliés à de la fibre. À Paris, plus spécifiquement, au-delà de l'identification de tous les systèmes d'alimentation touchant les lieux de pouvoir, les disruptions plus spécifiques pourront être provoquées en s'attaquant par exemple aux 7 postes haute tension de la RATP. Note 8. Note 8. En ce qui concerne la RATP, on pourra aussi s'intéresser à ces postes de commande centralisés, gérant chacun une ligne de métro ou de RER. Les PCC, de nombreuses lignes, restant par exemple 6 boulevard Bourdon, côté rue Crillon, celui de la ligne 3 sur le site de Saint-Fargeau, celui de la ligne 13 au pied de la station Malakoff, celui de la ligne 6 au rez-de-chaussée du site Italie via l'entrée UOL 6, celui de la ligne 4 sur le site de Championnet, le CCU du RER A à Vincennes entre l'avenue Aubert, la rue d'Étienne d'Orve et l'avenue Lamartine, celui du RER B à Denfert-Rochereau, 73 boulevard Saint-Jacques. Attention cependant à l'existence de PCC de repli. Ainsi, le PCC de la ligne 14 à Bercy dispose d'un PCC de repli à Porte de Clichy, celui de la ligne 4 disposant du sien à moins d'1 km du PCC principal. Des data centers pourront, eux, être trouvés par exemple avenue Jean Jaurès à Bagneux et 3 rue Bayard dans le 18e. Les PHT de Denfert, Lamarque, Montessuie, Ney-René Coty et les 2 Père-Lachaise, ou par des opérations de disjonction générale à son poste de commande, PCEM. Les opérations au niveau des postes de redressement ou concernant des sections de lignes étant trop localisées pour produire des effets majeurs et ne devant être envisagées qu'en appui à des interventions sur des PHT isolés qui ne suffiraient pas à elles seules à provoquer des ruptures majeures. Note 9. Note 9. En cas d'insurrection localisée, il fera bon, pour en identifier les lieux, de se référer à l'arrêté du 13 décembre 2011 portant approbation des listes de biens établis en application de l'article 9 du décret 2011-320 du 23 mars 2011. La gestion des communications policières, Acropole, de Paris et la Petite Couronne, qui intègre le système Corail-NG de la gendarmerie mobile, est centralisée boulevard de l'Hôpital, dans le commissariat du 13e arrondissement, au sein du service César. Note 10. Note 10. Le reste des communications Acropole françaises étant supervisé par le CENAC de Lyon, CENAC à Lyon. La liste des caméras de surveillance de la préfecture de police est librement accessible, mais ne tient pas compte de l'accès à un total de près de 50 000 dispositifs de vidéosurveillance mobilisables analysés sur une centaine de sites par près de 5 000 agents habilités. Note 11. Note 11. Préfecture de police.intérieur.gouv.fr/site au pluriel /défaut sans accent /files /documents
/2024-04-23 _list _day _caméra _pvpp public au pluriel .pdf. Il doit être noté qu'en ce qui concerne les systèmes de communication des forces de l'ordre, auxquels il faut ajouter celui de la gendarmerie, Rubis, qui dispose d'un réseau propre chiffré, dont la gestion est centralisée au sein du CNES du fort de Roigny, aux côtés de la grande partie des services informatiques concernant les forces de l'ordre. Note 12. Note 12. Ce centre très protégé est connecté à des centres départementaux. Le système informatique SAPHIR, SAPHIR, a quant à lui été récemment modernisé et sans intérêt en ce qui nous concerne. L'attaque des relais Rubis, RUBIS, 100 commutateurs et 470 relais radio, et INPT, l'infrastructure séparée d'Acropole, ACROPOL, et Corail-NG, composée d'un peu plus de 1500 sites relais, peut s'avérer très efficace en province dans l'attente du déploiement du réseau radio du futur, RRF, qui est censé unifier l'ensemble des communications des services de maintien de l'ordre autour des réseaux 4G et 5G. Ce nouveau système présente d'importantes vulnérabilités systémiques, les communications des forces de l'ordre étant rendues dépendantes des réseaux grand public, sur lesquels des droits de préemption et de priorisation seront octroyés seulement sur les réseaux Orange et Bouygues, exposant les communications des forces de l'ordre à des effets de saturation en cas de sabotage localisé. Note 13. Note 13. L'accès à la bande 700 MHz PPDR, réservée aux opérateurs publics et mobilisable en cas d'urgence, n'étant possible via le RRF que pour des réseaux tactiques projetables, à l'appui de véhicules de réponse rapide, stations déployables et micropoires déployés localement. Sur la question des services publics, la bande hertzienne mentionnée étant par ailleurs notamment complétée par la bande 2570-2620 MHz pour les collectivités et grands sites industriels, et des systèmes électriques dont ils dépendent. Il suffira alors de mettre en œuvre des actions de sabotage sur les antennes relais y étant rattachées. Note 14. Note 14. Facilement identifiable puisque disposant de dispositifs supplémentaires accrochés au long des antennes, ainsi que de générateurs de secours adjoints à la base. Pour provoquer une désorganisation massive localisée, combinable avec l'identification du centre d'opération du réseau, NOC, du réseau national et des data centers localisés servant de support au réseau pour produire d'immenses effets. En ce qui concerne les services de communication, chaque opérateur essentiel de l'État dispose de ses propres réseaux, dont ceux de l'armée, Descartes, qui a notamment remplacé Socrate, assurant les communications des sites les plus sensibles, des OPEX et de la dissuasion nucléaire, répartis sur plus de 350 sites primaires. Poincaré, interconnexion de près de 1500 sites, ICAR, Contact, Comsat-NG sont les plus modernes, avec notamment pour Poincaré un réseau de plus de 10 000 km de fibres et 270 routeurs déployés en propre. Il est à noter que ces réseaux, dont une partie a été déployée par Airbus, maître d'œuvre de commande, similaire ou cousine de l'OTAN, E-NPKI, et du Royaume-Uni, Skynet, D2I, ont été exposés sous le mandat de Tom Enders à des pénétrations extérieures. Quant à la SNCF et à son réseau IBIS, il est d'autant plus vulnérable que dépendant de lignes de cuivre et fibres déployées le long de voies ferrées sous de maigres rigoles particulièrement peu surveillés. Note 15. Note 15. L'on ne rappellera pas l'importance des postes d'aiguillage de la SNCF, gare cependant à qui y toucherait sans en mesurer les conséquences, et la priorité qui en toutes circonstances demeure, celle de protéger le peuple français. Que l'on s'interdise toute intervention sans cooptation interne qui s'assure que seule une disruption et non un quelconque accident ne puisse intervenir, que ce soit sur les plus modernes, les tours de contrôle de Vignes-sur-Seine, de Saint-Denis, Nanterre, Pantin, de Dijon ou de Pagny-sur-Moselle, qui constituent certains des 16 postes de commandement centralisés prévus par la SNCF pour remplacer plus de 1500 postes d'aiguillage, ou sur les plus anciens postes d'aiguillage encore en fonctionnement, certains datant
du début du XXe siècle. Il sera également opportun de s'intéresser aux nombreuses balises de contrôle censées servir Dieu à ces dispositifs, plutôt qu'aux caténaires que certains semblent privilégier. En cas d'insurrection focalisée, le fort de Roigny suscité pourra s'avérer être un point cardinal, en ce qu'au-delà des communications de la gendarmerie, il héberge les systèmes PC Storm et TOM qui permettent à la BRI et au RAID et au GIGN de mettre en place des bulles tactiques de communication. Une visite à Boulay-les-Trous, où se trouve la station d'écoute de la DGSI sur la route départementale 40, ne sera pas de trop. D'autres, enfin, pour le plaisir, s'intéresseront aux oléoducs de défense communes de l'OTAN, ODC, qui, partant du Havre, alimentent à travers 5200 km de réseau CEPS 34 dépôts militaires européens de l'organisation sous la direction de la CEPMA, allant du centre de Ramstein à celui-ci sous l'aéroport de Bruxelles. Des camarades wallons, s'ils souhaitent nous rejoindre, pourront s'associer aux infiltrés de la Compagnie industrielle maritime du Havre en charge de l'arrivée des hydrocarbures et s'intéresser à la salle de contrôle de Louvain de la Belgian Pipeline Organization. Quant à nos confrères antillais, ils ont parfaitement identifié les centrales au fioul et les OCC chargés d'organiser le réseau et les éventuels délestages qui auraient à être menés. Les opérations ont d'ailleurs déjà commencé. Ces sabotages infrastructurels doivent s'accompagner d'une propagande par le fait, qui doit prendre la forme d'un terrorisme intellectuel, à la façon de Piotr Pawlenski, et protéger les populations. Toute attaque ayant un coût environnemental ou humain doit être proscrite, qu'il s'agisse de viser des centres nucléaires, ou par exemple des déchetteries ou stations d'épuration, dont les conséquences épidémiques notamment pourraient être monstrueuses, sans parler des hôpitaux ou autres infrastructures critiques et précieuses léguées par nos ancêtres et pillées par nos ennemis. Il est irréaliste de penser à une coordination nationale chargée d'alimenter ces processus. En dehors des formations spontanées qui permettront d'embrancher ingénieurs, ouvriers, syndicalistes et engagés, il ne faut s'attendre qu'à des fonctionnements en écho, un passage à l'acte favorisant l'autre et créant une terreur chez l'ennemi, incapable de mettre la main sur l'autorité chargée d'instruire ces mouvements déphasés. Il faut prendre en compte qu'en tout processus révolutionnaire, des forces très distinctes agissent en parallèle et favorisent la chute de l'ennemi commun, sans pour autant n'avoir d'accord sur les objectifs ni les moyens. C'est pourquoi la préparation au coup d'État est essentielle afin de ne pas se laisser déborder, ainsi que l'élaboration d'une idéologie suffisamment syncrétique pour atteindre rapidement un seuil de consentement et de représentativité assez large pour s'imposer. Il faut réfléchir sérieusement, c'est-à-dire en s'appuyant sur une connaissance fine, non seulement au système politique, mais au système technique sur lequel ledit système s'appuie. Qui a pensé à s'attaquer aux centrales qui sont chargées, en lieu facile à retrouver, le poste de contrôle et d'exploitation Lutèce, de gérer la circulation de Paris, en ajustant le rythme de ses feux? Qui a pensé à s'infiltrer en ces super-transformateurs à portée de main? Note 16. Note 16. Par exemple, en ce qui concerne la Petite Couronne, celui-ci 56 quai Point du Jour à Boulogne-Billancourt, où, pour se rapprocher des lieux de pouvoir, l'un des 36 postes sources parisiens accolé au niveau du 38 cours Albert Ier, pont de l'Alma, à quelques pas d'un autre espace intéressant, le cabinet d'avocats d'affaires Gide. Qui sait que la meilleure façon de paralyser l'activité gouvernementale consiste à s'attaquer non au ministère, mais à son secrétariat général? Quiconque pense désormais armée pensera allier action et pensée. Les lieux de pouvoir. La question qui se pose est celle de la préparation de l'action. C'est ainsi que, s'il est possible de s'organiser préventivement, se saisir des lieux de villégiature préférés du président et du Premier ministre, à la Lanterne, Versailles, adjacente au château, et au château de Souzy-la-Briche, en bordure du village, en leur présence ou en leur absence, pourrait ouvrir le bal de façon particulièrement déstabilisante et relativement aisée.
les dispositifs de sécurisation étant d'évidence réduits en ces lieux. Plus complexe, il pourrait y être ajouté la désactivation du troisième lieu de l'État, si au Petit Luxembourg, et correspondant à la présidence du Sénat, près du Palais, dans les jardins du 6e arrondissement, accessibles par l'intérieur de ces derniers. Si l'insurrection touche soudain et sous une forme populaire similaire à celle des Gilets jaunes Paris, il est à craindre que des mesures importantes soient immédiatement prises, empêchant de s'approcher de l'Élysée. Les lieux de pouvoir se vident et s'évident. Cependant, et s'assurer de ce qu'une impression d'encerclement et d'isolement saisirait les gisants qui s'y trouveraient pourrait suffire à produire de grands effets. Circuits électriques, approvisionnement en eau, télécommunications, en somme, sous-sol, là-bas comme à Matignon, tout devrait être méthodiquement, pas à pas, identifié pour être rompu et isolé. Il faut apprendre, puis préparer. La place Beauvau, par son arrière, sise à quelques mètres de l'Élysée, gagnerait à être plus brusquement investie et saccagée. Il faut prendre en compte que la rue du Faubourg Saint-Honoré, qui relie les deux lieux, fait l'objet d'importants dispositifs de sécurisation depuis quelques années, pensés en cercles concentriques successifs et prévoyant des plans d'évacuation en cas de pénétration par la foule de l'avenue de Marigny. Plan qui avait été pris en défaut par les Gilets jaunes en 2019, les rues perpendiculaires faisant l'objet d'une moindre attention. La faille n'a pas été entièrement résorbée, et d'autres demeurent, notamment en ce qui concerne les arrières et les bâtiments secondaires, dont celui de la cellule diplomatique, clé du pouvoir et d'importants intérêts. D'autres lieux, comme le Quai d'Orsay, sont tout aussi importants et beaucoup plus faciles à prendre. Protégés par le faible 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine, sous réquisition des présidents de l'Assemblée et du Sénat, ils offrent accès au réseau de communication téléphonique, Osiris, ex-Rimbaud, et de messagerie, Isis, sécurisé de l'État, qui relie les principaux lieux de pouvoir du pays et dont la gestion technique est assurée par l'OSIC, OSIIC, dont la salle de contrôle et des serveurs sont situés au 2e sous-sol de l'hôtel des Invalides et dont l'antenne de secours est à Taverny, note 17. Note 17. Véritable bunker inexpurgeable, ayant longtemps accueilli le commandement des COS et des forces aériennes stratégiques, la base aérienne a vu sa sécurité s'affaiblir avec l'installation d'un campement sentinelle en 2021. Les autres lieux stratégiques accueillant les services de sécurité informatique de l'État se trouvent dans la tour Mercure, la tour Eria de Puteaux et enfin le cluster de Rennes, où se trouvent également des antennes de l'ANSI, AN2SI, comme Cyber, et surtout l'IPSUP, HYP/SUP, du RIE. Vous pourrez vous y installer confortablement, mais pour combien de temps? Au ministère des Affaires étrangères, par exemple, se trouvent des embranchements avec l'ensemble des pays du monde via les postes diplomatiques qui y sont reliés. Prenez-le, isolez-vous-y et saisissez l'ensemble des secrets qui y gisent pour les distribuer avant de vous voir sacrifier. Faites-vous accompagner et vous pourrez au surplus mobiliser cette formidable machine, transmettant à la planète entière des télégrammes diplomatiques, donnant des instructions aux ambassades, organisant des points presse, faisant exister en somme vis-à-vis de l'extérieur votre lutte, vous coordonnant avec les mouvements souverains de tout pays, et ainsi, d'un point de vue historiographique, vous inscrivant dans le regard de vos pairs qui, dans le reste du monde, se verront informés de vos revendications. Les lieux clés sont en somme les moins bien protégés. L'hôtel du ministre si 36 quai d'Orsay, est entouré de jolies grilles qui n'empêchent rien. Au-delà des dispositifs cités, accessibles notamment via les bureaux de cabinet, vous trouverez à l'étage des lieux de repos et de réunion des salles de bain couvertes d'or, des appartements privés du ministre, ainsi qu'en leur envers toute une série de petites chambres autrefois dévouées aux domestiques et qui servent de lieu d'accueil pour les conseillers du cabinet, qui ont le pouvoir de vous embrancher au monde et d'accéder à des documents qu'il faudra immédiatement libérer. Le centre de crise, lui, situé au sein du sous-sol, vous permettra d'avoir accès à un lieu sécurisé qui pourra vous servir de QG. Si ce lieu est pris,
un tremblement saisira l'ensemble des autres territoires, et l'on commencera à s'interroger. Qui entendre, vous ou l'Élysée? Il suffira de s'appuyer sur un autre lieu d'assemblée pour parachever la transition. Le Sénat étant, comme nous l'avons rappelé, le lieu idéal pour à la fois l'accueillir et y installer les quartiers des directoires de transition, dans l'attente de l'installation du gouvernement aux Invalides ou à école militaire. Au loin, des Outre-mer, des tremblements commenceront à s'éveiller. L'hôtel de Brienne, lieu d'accueil du ministre de la Défense et de son cabinet, bien que militarisé, est lui aussi assez exposé et peut faire l'objet d'actions si des initiatives préventives ont été prises avec des membres de l'institution. Les bureaux se trouvent au rez-de-chaussée, exposés Sur une cour, protégée de la rue, seulement par un petit poste de gendarmerie et une porte en bois. Il peut être intéressant d'y pénétrer rapidement afin de saisir le ministre de la Défense. L'une des stratégies peut consister à, sans mettre en œuvre un coup, déstabiliser l'ensemble de la chaîne hiérarchique et forcer tous les gradés à s'interroger. Qu'est-il en train de se passer? Et qui est à cet instant détenteur de la légitime autorité? Il conviendra en conséquence de n'avoir touché, d'une quelconque façon, l'un des bâtiments ou membres de cette armée que l'on souhaite nationale et demeurer au peuple français. Il ne s'agit pas de les pousser à se décider, le simple ébranlement suffira. La substitution de l'existant par la branche de l'État qui, depuis que la conscription est close, apparaît comme étant la plus autoritaire et menaçante pour le peuple, menacerait d'effrayer les populations elles-mêmes. Selon que vous soyez révolutionnaire ou golpiste, il est difficile d'être l'un et l'autre, et rares sont les corps transition qui assurent la coordination des mouvements, placés au sein de la foule et protégés par cette dernière, capables d'échanger et de se coordonner avec ceux qui avancent dans les lieux ciblés. Il est clair que les rythmes et approches devront varier. Le gouvernorat de Paris et la préfecture sont des centres contre-révolutionnaires antithétiques. Le premier est particulièrement exposé et facile à prendre par surprise, place de la République. La seconde, île de la Cité, qui contient en son deuxième sous-sol le centre de commandement, CIC, d'où partent toutes les instructions à destination des forces de l'ordre, et au deuxième étage, les bureaux et cabinets du préfet, est un bastion très difficile à attaquer. Tous deux deviennent des monstres intouchables si on leur laisse le temps de se préparer. Il sera en conséquence recommandé de les détruire, comme l'Élysée défendu par à peine 300 militaires. Note 18. Note 18. Auquel s'ajoutent, pour la protection rapprochée du chef de l'État, les gendarmes et policiers du GSPR. Ce sont des non-lieux où il ne faudra de fait pas s'installer. Libérer la perspective de Notre-Dame en faisant tomber un édifice qui a incarné toutes les laideurs du pays, malgré sa beauté architecturale, est un défi auquel il me semble digne de se vouer. C'est seulement en seconde vague qu'il faudra, caserne après caserne, commissariat après commissariat, convaincre ou s'imposer. À Levallois-Perret et boulevard Mortier, les plus acharnés de la DGSI et de la DGSE, dont le service action est si au fort de Noisy-le-Sec, face à la cité Maurice Thorez à Romainville, conspireront pour vous faire tomber. Ils auront vocation à s'agiter, tandis que la grande muette, sise à Ballard, bunkerisée, sera elle plus probablement un temps attentive, mais passive. Méfiez-vous en conséquence des deux premières, mais aussi de votre incapacité à infiltrer la troisième, et de ce qui pourrait s'y mener. Contrôler les entrées et sorties, tout mouvement d'agitation un peu marqué devra faire l'objet d'une surveillance et des actions nécessaires. Ils prétendent vous surveiller et ainsi vous inhiber? Prenez-les à leur jeu. Postez des sentinelles, interceptez-les. La centralisation de leur fonctionnement est telle qu'il sera aisé, notamment au boulevard Mortier, de les déstabiliser. À ce stade, des mouvements de troupes, et non plus seulement des renforcements de CRS et gardes mobiles, seront probablement en chemin. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. En parallèle, des velléités contre-insurrectionnelles plus spontanées, y compris en cas d'absence d'ordre, pourraient naître, notamment au sein de certaines casernes, au centre d'entraînement parachutiste qui accueille le service action de la DGSE,
et ainsi de suite. Les tentatives de déstabilisation extérieure se multiplieront. La CIA, dont les bureaux sont principalement situés dans l'immeuble du Figaro, 14 boulevard Haussmann, devra être immédiatement saccagée, ainsi que plus généralement tout service étranger qui pourrait voir une opportunité dans la situation pour monnayer son soutien aux forces contre lesquelles nous serons levés. Les Russes et les Chinois devront être particulièrement surveillés, et nos chers oligarques, en 2 points clés ciblés, la villa Montmorency et les hôtels particuliers rue Barbet de Jouy, face à l'ancien siège de la présidence de la région, soigneusement pillés et leurs détenteurs arrêtés. Selon que vous aurez ou non réussi à mettre sous votre coupe des forces militaires ou policières, il vous faudra très rapidement porter votre attention sur les aéroports civils et militaires primaires et secondaires. Orly et Roissy-Charles de Gaulle sont une chose, Vélizy-Villacoublay et Le Bourget une autre. La prise en province d'infrastructures similaires permettra un premier avancement utile. Une fois le premier mouvement acquis et un directoire, à défaut d'un gouvernement, installé à l'école militaire, aux Invalides ou au Sénat, le contrôle aux frontières physiques devra en tout point du territoire être immédiatement rétabli. Et l'on en profitera pour se saisir des petites principautés où s'envolent des fortunes que nous désirons préserver. Des autorités seront immédiatement placées au sein de chaque banque et de chaque entreprise du CAC 40 afin de s'assurer que nul détournement n'interviendra. Les ambassades devront être strictement surveillées. En chaque caserne, chaque commissariat, chaque édifice ministériel, un représentant politique du nouveau mouvement sera nommé et encadrera, validera, censurera toute action du gouvernement. Quant aux médias, la question la plus délicate et intéressante, ils trouveront réponse selon la vitesse à laquelle tout cela s'exercera. Tout d'abord, bien entendu, neutraliser leurs propriétaires que tout un chacun connaît. Xavier Niel, Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, François-Henri Pinault, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky et Patrick Drahi, ainsi que leurs sous-fifres, devront tous être arrêtés. Place des Vosges, Villa Montmorency, Palais Rose, rue de Presbourg, devront être investis de façon à laisser les sièges sans instruction, les directeurs des rédactions et leurs rédacteurs en chef tremblants. Les lieux des rédactions en eux-mêmes ne sont pas particulièrement intéressants en ce qui concerne la presse. Il faut les laisser agir et raconter, ne pas leur donner l'impression du pouvoir, de prétexte à se pousser du col et à tenter de s'héroïser. Il faut les laisser patauger dans leur médiocrité. Les médias audiovisuels présentent, eux, un tout autre intérêt. À Ballard, dans les tours TF1, France Télévisions, au sein de la Canal Factory et dans les bureaux du groupe Canal+, qui se trouvent à quelques pas de ceux de TF1, ainsi que dans les studios privés loués par les autres grandes chaînes, 28 minutes et TMC, au cœur du 15e, des moyens de production importants sont en place et une action déterminée devra y être engagée. France 24, dont les bureaux sont éloignés du reste de France Télévisions, se verra plus simplement soumettre par changement de direction. La radio est aisée à capter, mais ne mérite pas de grands efforts. Les sièges de RTL et de Europe 1 sont certes faciles à identifier, mais comme Radio France, pourront continuer d'émettre. L'insignifiance ne présente aucun danger. Des nominations interviendront avant qu'un processus électif, pour eux comme pour l'ensemble des médias, ne vienne rendre à leur population ces institutions. Il doit évidemment être procédé à court terme et de façon nécessairement ponctuelle et partielle à des dislocations du trafic Internet, notamment vis-à-vis des opérateurs étrangers. Nul besoin de saisir les sièges de YouTube, Google et Amazon, dont les manettes sont outre-mer. Il n'y a rien à en tirer, si ce n'est des informations sur leurs liens avec notre classe dirigeante et la corruption dont ils sont l'objet. Quant à l'Assemblée nationale et le Sénat, ils seront simplement évacués. Ces lieux n'ont pour nous aucun intérêt, tout comme Bercy, dont on s'assurera simplement qu'il continue de fonctionner. Les instruments. Les moyens de la façon. Le numérique est un lieu où toutes les dernières mobilisations sont nées. Cependant,
Il est l'un des lieux les plus surveillés de la planète, plus encore que certains des palais qu'il s'agira d'attaquer. Vous devez donc prendre d'immenses précautions. Il ne s'agit pas seulement de chiffrer systématiquement vos communications et boucles d'échange, en utilisant autant que possible des outils comme Signal, ou mieux encore tout autre protocole OTP. Il faut, au-delà, pratiquer l'euphémisme, l'effacement systématique des données, la codification du langage. Vous ne pouvez vous exposer au risque d'un piratage ou de la présence sur ces groupes d'un membre chargé de vous surveiller. En somme, d'une infiltration virtuelle ou réelle. Il ne faut pas sous-estimer les moyens dont disposent les renseignements territoriaux, inhibés seulement par leurs bêtises. La capacité limitée d'analyse à Paris. Et le nombre croissant de cibles qu'ils ont à surveiller. WhatsApp et Facebook ont été des outils clés pour organiser des mobilisations. Facebook a l'avantage de nous laisser sans illusion. Il s'agit d'un panoptique géant où tout doit être considéré comme étant un accès libre pour nos gouvernants, y compris Messenger et d'évidence les groupes privés. WhatsApp promet de chiffrer les messages. Illusion. Un ciblage spécifique, mais aussi une liste interminable de mots-clés permettent de faire sauter ces verrous, ouvrant la porte au gouvernement qui cherche à vous surveiller. Note 19. Note 19. Il en va de même de Snapchat, qui élabore directement avec les autorités. Telegram, dont le fondateur, comme celui de Snapchat, a été nationalisé par Emmanuel Macron, etc. La communication, ensuite, se fait rapide. Des accords de coopération entre services de renseignement, notamment entre les États-Unis et ses alliés, le prévoyant. Il en va de même pour Telegram, dont seuls les échanges privés font l'objet d'une protection relative, et ce, dans le seul cas où, et Signal est dans la même situation, votre téléphone portable n'aurait pas été dans son ensemble piraté. Cette dernière condition ne doit vous inquiéter que s'il existe une raison quelconque que vous ayez été auparavant ciblé, intuitu personae. De la même façon, un téléphone mobile est par définition une machine à récolter des données à votre sujet. Ils sont au surplus de véritables passoires, notamment les téléphones utilisant les systèmes d'exploitation Android, emplis de portes ouvertes où des acteurs publics ou privés pourront s'infiltrer. C'est ainsi qu'y compris des acteurs politiques ou économiques n'ayant aucune inimitié à votre égard pourraient vous mener à votre perte s'ils venaient à détenir des informations vous concernant. Les ordinateurs ne sont pas mieux lotis et toute une série de dispositifs, mais aussi de modifications physiques, devraient être mises en œuvre si vous souhaitez, de façon fine, mettre en place des modes de fonctionnement non pas sécurisés, ils ne le seront jamais entièrement, mais offrant un degré d'opacité suffisant pour ralentir vos ennemis. Il faut en toutes circonstances garder à l'esprit que ces dispositifs électroniques peuvent être aisément piratés ou pire encore, saisis dans le cadre d'une perquisition ou d'une arrestation, ce qui exposerait par ricochet l'ensemble du réseau constitué, si tant est que des précautions n'aient été prises, notamment l'effacement systématique des messages, l'usage de pseudonymes, de burner phones et d'abonnements pris avec de fausses identifications. Y compris en ces situations, il sera aisé de vous retracer rétrospectivement, avec l'exploitation des fadettes, le bornage, ou plus généralement toute donnée de géolocalisation, ce qui exige de s'interdire une quelconque communication par messagerie ou appel vocal simple, c'est-à-dire non chiffré. L'enjeu n'est pas tant d'éviter la répression pénale, celle-ci est inévitable, non seulement si vous échouez, mais aussi, et peut-être avant tout, Pour tous ceux d'entre vous qui rencontreront des victoires d'étape, interlocutoires ou partielles. Vous ne désirez pas qu'à l'instant où, pour la première fois en des années, vous ressentirez l'allègement et l'allégresse, votre sort soit déjà joué du fait de l'absence de précautions prises précédemment. L'enjeu est en conséquence de se protéger en amont, tant que l'on peut, de toute infiltration et désactivation, avant que n'ait pu être produit un quelconque effet. Ce texte est bien entendu destiné à façonner une avant-garde qui, se glissant dans un mouvement de masse, aura à avancer, invisibilisé par ce dernier, afin de saisir le pouvoir. Toute action menée en dehors de ce cadre ne ferait qu'alimenter la puissance de l'adversaire et servir sa régénération.
Profitez de l'impulsion pour orienter, donner une direction aux millions de personnes qui, à ce moment-là, seront mobilisées. Il faut être renard et loup à la fois. Ne pas craindre de se voir reprocher un quelconque opportunisme, car l'on sait que c'est seulement ainsi que seront protégées les personnes qui se sont exposées à nos côtés. Ne l'oubliez pas, le moindre déplacement que vous ferez accompagné de votre téléphone pourra être retracé. Changez de puce sur le même téléphone ou utilisez une nouvelle puce pour contacter un numéro qui avait été identifié comme échangeant avec votre numéro précédent vous identifiera immédiatement. Chaque présence en un lieu, téléphone allumé, pourra, un an durant, faire l'objet d'un retraçage par les forces de police afin de déterminer si vous étiez ou non lié à une autre personne qui, en ces lieux, se trouvait. Comment agir effectivement dans ces conditions? Cela dépend de l'aversion au sang. Lénine a entretenu une longue discussion par texte interposé avec Marx et Engels, mais aussi avec ceux qui, au sein du marxisme, proposaient des interprétations divergentes de leur rapport à l'État et à l'institution. Ce dialogue était bien entendu purement formel et visait à tirer autorité des premiers pour fusiller les seconds. L'attrait pour le pouvoir était tel chez Lénine et Trotsky que les divers courants anarchistes leur apparurent rapidement comme les plus dangereux ennemis à abattre, et ils n'hésitèrent pas à les faire fusiller. Ils nous apparaissent au contraire comme faisant partie d'avant-gardes mobilisables dès lors que l'objectif n'est pas la reconstitution d'un appareil d'État traditionnel, mais bien la constitution d'un pouvoir distribué. Déterminons d'ores et déjà qu'en aval de toute action, il faudra très rapidement mettre en place des structures délégataires chargées de juguler le flux réactionnaire et d'écrire leur propre histoire, réinaugurant avec un communalisme trop longtemps abandonné. Ces structures, qu'il faudra recommencer à coordonner, auront pour points focaux les assemblées de communes et les tribunaux populaires chargés d'édicter, c'est-à-dire de faire preuve d'autorité, et d'ainsi, par le remplacement d'une fiction par une autre, tétaniser ceux qui comploteraient pour faire renaître et prospérer l'ordre à l'instant attaqué. Cet élément est essentiel, il faut insister, se montrer rapidement en position de faire autorité. Comment permettre cette mise en œuvre en aval? Par l'organisation en amont de cellules quadrillant les territoires et chargées chacune d'identifier un certain nombre de lieux à prendre déterminés. Celles-ci doivent être autonomes et indépendantes, fonctionner en vase clos et sans contamination possible, ne recevant et transmettant renseignements et instructions qu'en ce qu'elles permettront de préparer le soulèvement de façon efficiente et asymétrisée. L'information communiquée ne pouvant présenter qu'une utilité pour le groupe qui la reçoit sans exposer celui qui la transmet. Elles devront déterminer les caches d'armes, d'explosifs, les ressources qui pourront rapidement être mobilisées. L'hypothèse à privilégier est bien évidemment d'avancer main nue, avec pour seuls outils ceux nécessaires à la mise en œuvre des prises précitées. Cela requiert une masse populaire suffisante pour faire reculer les forces de l'ordre après les avoir sur divers points dispersés, et une force suffisante pour pouvoir, lesdites forces de l'ordre, intimider. La pression devra alors s'abattre sur des axes secondaires, dont la défense n'apparaîtra au premier abord pas essentielle pour les militaires et policiers auxquels la masse aura à faire face. Reculant, harcelés, craignant pour leur intégrité, ils devront se sentir suffisamment débordés pour, ne sachant plus comment agir, se désolidariser et se disperser. La tactique de l'ennemi nous l'autorise. Il apparaît en effet que ce dernier cherche toujours plus à faire usage de brigades mobiles, elles-mêmes facilement encerclables, et permettant d'isoler en retour certains de ces éléments sans difficulté. Il faudra alors en tirer le matériel et libérer les hommes qui auraient été capturés. Enfin, faire usage de ces moyens pour en engendrer d'autres, de façon parcimonieuse et structurée, et seulement de façon ouverte et assumée lorsqu'une prise partielle du territoire par la désactivation de ces lieux de pouvoir sera intervenue. Il est évident que seules des personnes ayant pris toutes les précautions nécessaires
masquant leur identité dès les premiers mouvements effectués, renonçant à tout instrument de communication qui pourrait permettre de les suivre et de les intercepter, et disposant de plans de dispersion soigneusement préparés, pourront agir à cette fin. Elles devront pouvoir déposer en des lieux tiers le fruit de leur engagement, s'évanouir et revenir à la vie civile comme si de rien n'était. Face à des forces de l'ordre semi-militarisées et des outils de maintien de l'ordre mous, particulièrement dangereux et produisant un important effet de dispersion, LBD, grenades et palettes lacrymogènes, il est difficile de maintenir une quelconque forme de cohésion au sein des masses mobilisées dès que le pouvoir a décidé de les attaquer. Il faut donc frapper les premiers. Certains groupements ont enfin théorisé la mobilisation d'infiltrés. Les lames sont des armes utiles afin de déstabiliser des groupements structurés et y infiltrer la notion de terreur. Il s'agit de se cacher dans des groupes de manifestants et de frapper aléatoirement, de façon discrète et insaisissable, avant de se dissimuler. Cette technique éprouvée pose des problèmes d'efficacité propagandiste et pour les engagés, des difficultés éthiques et morales. Il faut concevoir que la personne qui aura été atteinte pourra devenir martyr. Et justement martyr, en ce que valet d'un régime avarié, elle aura cependant été la victime d'une conflictualité qui visait justement à la protéger. Elle ouvre par ailleurs la voie à des vagues de répression indiscriminée, rendant encore plus difficile toute mobilisation de masse. Il apparaît ainsi invraisemblable de vouloir massifier ce genre d'action. Les forces de l'ordre sont nos sœurs. Elles sont simplement tombées entre des mains à dévaster et doivent être choyées. Il apparaît pourtant que les exemples du passé ne doivent être oubliés. L'action du colonel Fabien, alors à peine majeur, suscita une grande réprobation. Elle fut cependant justement mise en œuvre pour entraîner les forces allemandes dans une dialectique intenable, les forçant à révéler leur nature la plus brute, et entraîner les camarades qui, en le confort d'une inimitié inconséquente, manquant de véritable prise et incapables de triturer l'ennemi auquel ils s'opposaient. L'acte fut cruel, inefficace, et pris dans son individualité, suscita le dégoût le plus entier. Il fut cependant capital, un point de bascule pour un mouvement de résistance qui entra par son truchement en sa phase de maturité. La question du sabotage et de l'attentat présente ainsi des difficultés éthiques dont les variations sont affaires de degrés. L'armement, plus sérieux pour peu que des ressources soient mobilisées, doit en conséquence être recherché selon que l'une ou l'autre voie est adoptée. La masse en arbre, qui, façon la Bastille, n'en fera usage que ponctuellement, dans le cadre de confrontations symboliques et établies, ou la guérilla. Il en va de même sur l'origine de l'armement, qui, selon la position éthique que l'on adoptera, peut ne provenir que de sa source légitime, l'État, ou faire l'objet d'approvisionnement via des filières apolitiques qu'il faudra cependant par la suite liquider. La logique du martyr dans laquelle tombèrent les anarchistes à la fin du XIXe siècle, par la multiplication d'actes de propagande par le fait, fut éteinte par la puissance concentrationnaire des grands mouvements de masse et par l'État lui-même, capable désormais, la Première Guerre mondiale le montrerait, de mobiliser les ressources extravagantes qui rendaient illusoire toute victoire via des mobilisations asymétriques. Le sang étant devenu une habitude, même l'anarcho-syndicalisme, forme suprême et organisée de la lutte, s'ouvrit à des massacres d'ampleur, lors desquels des milliers d'ouvriers se virent de façon impitoyable annihilés. S'y prêter ne peut être envisagé qu'en réponse à des répressions inacceptables et ayant produit d'elles-mêmes des violences nous libérant du contrat social, et devra, par tout moyen, quelles que soient les provocations, être évité. Certains considèrent l'hypothèse inconcevable. Pour mener au sacrifice, il faudrait dessiner un horizon religieux téléologique. À cette interrogation répondra le fait. Faut-il croire en la violence? La question est mal posée. Rappelons ce que disait Genet. Il n'y a plus violent que la rose qui naît.
La définition structurelle du terme de violence, qui renvoie les souffrances et destructions matérielles et psychiques d'origine économique et sociale, y compris les plus cruelles, telles la famine, au domaine du tragique ou du politique, au sens le plus étroit, intangible et gestionnaire du terme, en fait un terme de l'ennemi. Elle permet de s'attaquer à tout acte susceptible de menacer l'ordre établi et les classes dominantes. La distanciation de l'exploitation dont nous avons parlé et l'intégration de nos contrées en un système monde dominé par un acteur surpuissant ont entraîné une pacification artificielle qui nous a enfin fait oublier ce que recouvrait l'abus de la force entraînant une atteinte à la volonté d'un tiers, définition étymologique du terme de violence. Elle réduit nécessairement le champ de la contestation à celui de la collaboration. Toute initiative politique devant s'insérer nécessairement dans le cadre juridico-moral préexistant. Des initiatives réformistes peuvent être prises dans cette perspective. Il faut alors se soumettre aux contraintes du monde informationnel avarié, façonné par nos ennemis, et tenter, par l'utilisation de doubles discours, la monstration d'une plasticité et d'un sens de l'opportunité proprement surhumain, évangéliser les foules à travers des dispositifs censés les soumettre et les conformer. Cela participe bien entendu à nous éloigner de tous et nous soumettre nous-mêmes insidieusement, nous transformant en collaborateurs de l'ordre que nous prétendions combattre, donnant sens à l'expression d'opposition contrôlée, si souvent détournée. Qui, en France, se souvient que le cadavre n'émeut pas, que le bûcher a longtemps été regardé, observé sans émotion, non seulement parce que la mort était omniprésente dans ses environs, mais parce qu'il entraînait une symbiose nouvelle entre différents éléments, permettait d'assister à la transformation chimique des corps et par conséquent d'être confronté à un autre monde, mêlant apparence de purgation et de transsubstantiation, permettant d'actualiser les tabous et limites imposées par la société, de réaffirmer le consentement à ceux-ci et de se voir, à l'ordre, de nouveau accouplés. La violence est un non-sujet politique, en ce qu'elle est l'instrument du politique, celui qui en définit les limites. La violence détermine le politique, et non l'inverse, le politique restant en toutes circonstances tributaire de sa capacité à la contrôler et l'effectuer. Qui, enfin, craint la mort, si ce n'est celui qui manque à la vie? Note 20. Note 20. Nous avons d'ailleurs à ce sujet une curieuse théorie. La guillotine a avant tout été abolie en raison de la crainte qu'elle suscitait au sein de la bourgeoisie, malgré le fait que celle-ci en ait été de facto depuis très longtemps protégée. L'inquiétude que cette hache perfectionnée suscitait, ancrée dans les profondeurs génétiques de cette classe sociale qui s'en était trouvée rapidement l'objet, n'avait jamais tout à fait disparu. Et il a fallu l'un des meilleurs représentants de la bourgeoisie la plus corrompue pour l'abattre, Robert Badinter. Celui-ci, fondateur de l'un des plus puissants cabinets d'affaires de France, utiliserait le ministre de la Justice pour protéger ses clients, tout en faisant le pont entre la Mitterrandie et un monde qui tant la craignait, multipliant les amnisties et sollicitations politiques, allant dans le sens d'un libéralisme qui favoriserait les intérêts des classes dominantes, avant d'en tirer avec sa femme grande fortune et plus grande encore renommée. La sanctification dont il bénéficia par la suite, avec l'aide notamment de l'un des appareils de propagande le plus puissant de France, Publicis, fondé par son beau-père, en fit une icône intouchable au sein des bourgeoisies de France et de Navarre, ainsi que par ricochet de tous ceux dont il avait l'oreille ou servait leurs intérêts. Dit tout de la puissance des appareils de propagande de l'époque et de leur ferme maîtrise par la classe à laquelle ils appartenaient. Proposons donc de contourner cette stupide question en ce terme généralisant et sans intérêt. Privilégions les termes de force et d'expression de volonté. La force effraie, révulse, indigne, puis elle produit son véritable effet. Elle s'incorpore et normalise les comportements, en fixant de nouvelles limites et de nouveaux horizons
à l'action de l'autre, l'exercice de sa liberté, sans avoir à se reproduire. Tout nouveau pouvoir est, dans un monde stabilisé depuis trop longtemps, c'est-à-dire où la force a été oubliée parce que déguisée et incorporée, normalisée, par nature effrayant et dégoûtant, parce qu'il s'institue par l'effroi et le dégoût, de façon à fixer de nouvelles limites et faire payer quiconque chercherait à violer des normes qui ne sont pas encore justement incorporées. Tout usage de la force en dehors des cadres établis sera qualifié de violence, c'est-à-dire renvoyé à un dérèglement. Et c'est là où nous atteignons le paradoxe. L'effroi qu'il produira nous nourrira, pour peu que subsiste la structure ou l'idée qui l'origine, et que l'une ou l'autre se montre capable, dans le temps, de survivre à son effectuation. C'est le principe d'action des mouvements islamistes les plus radicaux qui agrègent le contrôle politique et effectif de certains territoires, l'emprise morale et symbolique sur de plus larges populations, et enfin des actions violentes en dehors de ces espaces afin de préserver leurs empires. Les cas de Charlie Hebdo et de Salman Rushdie sont à ce titre exemplaires. Plus nous faisions part de notre indignation, plus l'acte voyait renforcer son efficacité politique. L'amplification de l'acte dit terroriste par des expressions d'indignation, de dégoût, d'effroi ou de soutien, ne pouvant qu'accroître la crainte produite par l'acte qui l'engendrait et par conséquent sa capacité à contraindre les comportements. Dès lors que le dit acte s'inscrivait dans l'édiction d'une parole légitimante, en l'occurrence une fatwa, posant le cadre intangible et éternel dans lequel l'acte exceptionnel se trouvait normalisé. User de ces méthodes, c'est renouer avec un rapport à la politique qui est propre de ceux qui n'en sont pas protégés. L'honneur est une notion antinomique à la bourgeoisie et n'appartient qu'à la fois à l'aristocratie et son peuple. Elle interdit toute perspective victimaire et est un instrument permettant de fixer des limites dans des espaces qui ne sont pas régulés par l'État. Soit parce qu'ils s'en désintéressent, soit parce qu'ils sont considérés comme étant en dessous de celui-ci. Ce fut longtemps le propre de l'intimité, ce qui explique qu'aient perduré les duels et qu'ils aient contaminé marginalement les sociétés bourgeoises, qui avaient fait de cet espace, celui de l'intime, leur refuge fondamental. Lola. C'est aussi ce qui explique que l'honneur demeure cardinal en à peu près tous les rapports qu'entretiennent les classes populaires entre elles. C'est ce qui explique l'usage de cet archaïsme par les puissances musulmanes minoritaires dans les espaces politiques tiers comme le nôtre, et réduite dès lors à cette forme d'active impuissance, renouant avec le rapport sacrificiel et nous effrayant en conséquence, d'après une image de Daesh. Pour être mobilisée, elle exige cependant que soit en partage entre celui qui exécutera la sentence et celui qui l'édictera une forme de communauté. Illusion que l'Oumma réussit à produire et qui conditionnerait notre capacité à l'effectuer. L'usage de la violence doit en conséquence être parfaitement réfléchi, en ce qu'il entraîne par nature, et notamment dans un cadre asymétrique, à la mort certaine du dispositif qui l'a produite. Il faut donc une séparation fonctionnelle entre les mouvements politiques et leurs forces, l'unification des deux ne pouvant que rendre vaine la forme sacrificielle ainsi adoptée. Ce qui compte est bien de se battre dans l'honneur et dans la dignité, et d'à tout instant considérer son ennemi, en préserver l'intégrité en tant qu'ennemi, c'est-à-dire en tant que membre d'une même communauté, mais sans craindre de l'abattre et de le soumettre. Celui-ci venait, justement, à manquer aux obligations impérieuses qui s'imposent à tout être politique. Il s'agit avant tout de renoncer à toute forme de lâcheté ou de laideur qui ferait de nos enfants nos plus brusques juges, dégoûtés par les moyens qui leur auraient offert leur fin. Mais il s'agit, après tout, de s'assurer que nul ne pourra nous renverser
en faisant usage de tels instruments, et de refuser de périr comme des chiens, la dignité chevillée au corps.